Bonjour, aujourd'hui on va parler donc de l'industrie minière en République démocratique du Congo. L'exploitation des ressources minières au Congo, elle a commencé il y a à peu près plus d'un siècle et ça constitue une part significative de l'économie, même si celle-ci est essentiellement basée sur l'agriculture. Donc le sous-sol fait partie des plus riches sous-sols au monde en termes à la fois de minerais et de géologie. Il y a à peu près les gisements d'une cinquantaine de minerais et seulement une douzaine d'entre eux sont exploités. Le cuivre, le cobalt, l'argent, l'uranium, le plomb, le zinc, le cadmium, les diamants, l'or, l'étain, le tantal ou le tungstène. Et on a également des diamants dans le sous-sol. C'est la deuxième réserve mondiale du cuivre et ça représente 10% de la planète et 50% du cobalt. Donc les ressources sont principalement dans l'Est et dans le Sud et il y a deux régions que se disputent trois groupes rebelles de Laurent Désiré Kabila. Donc, malgré les avantages naturels, l'économie de la République démocratique du Congo, elle est vraiment pas bonne et justement c'est attribué à la malédiction des ressources naturelles. Donc un petit peu d'historique. Donc on va commencer avec l'époque précoloniale. Donc avant la colonisation, les ressources minières elles étaient exploitées au Congo et les habitants en fait extrayaient et raffinaient le cuivre des mines de Bokosongo, de mine d'Ouli et le plomb de la mine de Mfouati jusqu'au début du XXe siècle. Et dans les années 1870, on a des explorateurs britanniques Stanley et franco-italiens de Brazza qui visitent ces mines et justement font partager cela en Europe. Et c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre de missions qui se sont suivies pour déterminer justement les richesses en cuivre de la région. Le 15 novembre 1884, à l'initiative du chancelier allemand, on a 14 pays qui se retrouvent à la conférence de Berlin pour justement se partager et se diviser l'Afrique entre les puissances colonisatrices. Donc Léopold II, qui était le roi des Belges, il jette totalement son dévolu sur le Congo, puisque les richesses en ivoire et en caoutchouc le fascinaient. Et donc en 1876, déjà, il réunissait de toute façon une conférence à Bruxelles pour organiser des expéditions dans cette région de l'Afrique et il se voit attribuer à titre personnel 2,5 millions de kilomètres carrés dans le bassin du Congo. Donc on a une exploitation intensive du territoire qui commence et la population locale, elle doit récolter par le travail forcé pour le compte du domaine royal du caoutchouc. Donc fin du 19e siècle, on commence à découvrir les richesses minières du Congo et la population est soumise à une exploitation forcée à partir de 1885. On a beaucoup d'exactions, que ce soit des meurtres, des tortures, des mutilations, qui furent communes pendant cette période. Et la population est décroissée même à ce moment-là. Donc au niveau de l'époque coloniale, au début du XXe siècle, le Congo, justement, il est sujet à beaucoup de luttes d'influence. Il y a eu beaucoup d'excès justement de la colonisation. Et souvent, ça a été un véritable tollé en Europe, si bien que Léopold II il décide de faire don de sa colonie à l'État belge, puisque c'était à titre personnel qu'il l'avait reçu. Donc on a l'Union minière de Haut-Katanga qui est fondée à Bruxelles pour exploiter justement les ressources minières suite à ce don de Léopold II. C'est étroitement lié quand même aux élites politiques et économiques belges. Et l'Union, c'est vraiment un État dans l'État, puisqu'il a un pouvoir d'influence immense. Donc les principales ressources exploitées à cette époque, c'était le cuivre, le zinc, l'étain et le cobalt. Donc dans les années 1920, donc cette union, donc UMHK, elle est troisième producteur mondial de cuivre, première de cobalt, et elle contrôle une part importante de la production mondiale d'étain et de zinc. Et en fait, on a également, en plus de ça, l'exploitation de l'uranium qui commence en 1921 avec la découverte de gisements à Chinkolobwe. On a eu une construction sur place d'une unité de raffinage. Et en 1926, l'Union minière donc, du Haut-Katanga a le monopole sur le marché mondial de l'uranium. La crise de 1929, elle a fait passer de la production de 139 000 tonnes en 1930 à 54 000 tonnes en 1932, mais elle rebondit à 121 000 en 1939. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la mine de Chinkolobwe, elle fournit l'uranium des bombes atomiques qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Donc, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960, le Congo il devient indépendant de la Belgique, mais l'union minière, elle conserve son pouvoir pendant 6 ans. Ça soutient également, cette union-là soutient la sécession du Katanga qui a été menée par Moïse Tshombe. En 1965, on a Mobutu, qui est le chef état-major de l'armée, qui renverse le président par un coup d'État, et du coup, le Congo devient stable, plus ou moins, au prix d'un gouvernement très autoritaire. Et donc, ça devient le Zaïre.
Et après les décrets de 1966, 1967 et 1969, les mines et les plantations sont nationalisées et l'union minière devient GKMIN. Mobutu, il se maintient au pouvoir pendant 32 ans, jusqu'à la prise au pouvoir donc, de Kabila, et s'est succédé à lui son fils, Joseph Kabila, qui restera à la présidence de 2001 à 2018. Donc maintenant, on va faire un petit panorama un petit peu actuel des ressources minières. Tout d'abord, on a les métaux numériques, qui sont principalement utilisés dans les téléphones, smartphones et ordinateurs portables. Donc on a le cobalt, et ils produisent 90 000 tonnes en 2018, ce qui représente la moitié de la production mondiale. Les autres États producteurs sont entre 3 000 et 7 000 tonnes. Et c'est le minerai le plus demandé au monde, qui est essentiel pour la fabrication des batteries de smartphones et des voitures électriques. C'est principalement vendu à la Chine, car en fait, seuls eux ont la capacité industrielle de le transformer en batterie. Et donc la mine de Mutanda, qui est détenue à 50% par Glencore, elle provient dans la province de Katanga, c'est la plus importante au monde. Ensuite, comme métaux numériques, on a également le lithium, et le Congo a la 7e réserve au monde, puisque les autres sont principalement situés en Amérique du Sud, et 3 millions de tonnes par an. C'est un composant essentiel des batteries et des véhicules et téléphones portables. Et enfin, on a aussi le coltan dans la région de Kivu, 60 à 80% des réserves mondiales, en 2016, 900 tonnes. Mais il y a également d'autres métaux précieux. Par exemple, depuis les années 2010 qui ont été en hausse, donc pour l'or. En 2016, on a 22 tonnes. Et donc ces gisements aurifères, justement, ils sont concentrés dans la partie orientale du pays. Et l'exploitation industrielle est gérée par une quinzaine de sociétés, ainsi qu'une partie justement de la production nationale. Donc on a des orpailleurs qui sont très nombreux, et ça représente entre 300 kg et 20 tonnes par an. Et par exemple aussi en septembre 2020, on avait une mine qui s'est effondrée à Kamituga. Et donc à la suite d'une inondation, il y a eu quand même 50 mineurs qui sont décédés. En août 2023, la société civile elle a soulevé les préoccupations, puisque on avait beaucoup d'exportations de l'or congolais pour raffiner justement les Émirats arabes unis, parce que eux, le raffinage dans ces Émirats arabes sont interdits. Donc ça, c'était pour l'or. Pour le cuivre, c'est dans la région donc, de Katanga, qui est une des plus grandes sources au monde. Et en mai 2015, le groupe chinois Zijin Mining a conclu un accord avec le Canadien Ivanhoe Mines pour acquérir une participation de 49,5% dans Kamoa Holding, qui détient 95% le projet de cuivre de cette mine. Donc le montant de la transaction était à 412 millions. Et en 2018, le groupe chinois Zhejiang Cobalt a annoncé un investissement de 147 millions de la filière cuivre. On a d'autres minerais précieux, comme les diamants par exemple. Donc en 2014, c'était les principaux producteurs et exportateurs de diamants au monde, avec 15,7 millions de diamants bruts. Deuxième réserve les plus importantes au monde, avec 150 millions de tonnes, 20% du total mondial. Donc c'est dans la province de Kasai, Lomani et Sankuru, exploité par deux sociétés, Bakwanga, où l'État est actionnaire majoritaire, et la société congolaise sino-congolaise SACIM. Donc la deuxième est en forte croissance quand la première est en banqueroute. Et enfin, on a également de l'uranium, qui est concentré dans la mine de Shinkolobwe. Elle est exploitée par la société minière du Haut-Katanga. Et en fait, en 1958, les Belges ils ont construit le Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, qui était justement un réacteur à usage scientifique, et c'était le premier réacteur installé en Afrique. Mais il a été laissé en abandon à la fin des années 90 en raison des deux guerres civiles congolaises. Et en 2008, on a un accord signé entre le ministre congolais des Mines et la présidente d'Arena, qui était Anne Lauvergeon, en présence de Nicolas Sarkozy, pour la recherche et l'exploitation de l'uranium sur le sol congolais. Et en 2009, il y a eu un accord où Areva, justement, avait le monopole sur l'exploration et l'exploitation de l'uranium sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Donc maintenant, quelles sont les conséquences économiques, sociales et géopolitiques? Donc déjà, elle s'est confrontée à la malédiction des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés, malgré ces ressources-là, à se développer économiquement. Il y a des recettes liées à l'exportation très fortes, mais en fait, malgré toutes ces recettes-là pour l'État, les 3/4 de la population vivent avec moins de 2 $ par jour. En particulier, la région du Nord Kivu, qui peut être qualifiée de scandale géologique, tellement ce pays devrait être riche au vu de ses ressources naturelles, et il a l'un des pires indices de développement humain au monde.
179e au classement mondial. Les réglementations industrielles minières sont quasiment inexistantes. Les institutions sont très faibles. La corruption est généralisée. Beaucoup de fraudes et beaucoup de contraintes léonins qui sont très favorables aux multinationales étrangères. Il y a eu des mesures de restructuration et de libéralisation du secteur minier depuis 2004, mais cela n'a rien donné. Et en fait, en termes de conséquences sociales, il y a beaucoup d'expropriations. Les travailleurs du secteur, ils exercent dans des mauvaises conditions. Une part significative d'enfants, ils creusent avec des équipements extrêmement rudimentaires. Les tunnels sont dangereux, il y a des risques d'effondrement. Et en plus de ça, ils gagnent à peine pour se nourrir. Donc la production de cobalt, elle fait travailler 200 000 mineurs, qui sont essentiellement clandestins pour la plupart, et ils fournissent à eux seuls 40% de la production mondiale de cobalt. Donc d'un point de vue géopolitique, en 1960, suite à l'indépendance du Congo, l'État de Katanga, justement, il a fait sécession avec l'appui de l'Union minière, puisque c'était une entreprise qui voulait s'assurer de continuer d'exploiter les ressources après l'indépendance de cette région-là. Donc cette crise congolaise, elle a pris fin en 1965 avec la médiation des Nations Unies et le Congo indépendant reste unifié sous Zaïre. Et depuis 2004, le coltan il est au cœur de guerres très sanglantes. Le bilan a fait 6 millions de morts en 2017. 6 millions de morts. Donc le rapport présenté à l'ONU en 2001, il a accusé les groupes armés justement d'extraire ce minerai illégalement et de le transporter en contrebande. Et justement, cet argent, il servait à prolonger et à financer la guerre, notamment par l'approvisionnement d'armes. Et en plus de ça, un certain nombre de dirigeants et de cadres s'en mettaient gagner beaucoup d'argent. Donc l'armée rwandaise est également impliquée dans le conflit. Elle aurait touché 250 millions de dollars de 1998 à 2000 avec le trafic illégal du coltan. Et depuis les années 2000, on a une offensive massive des entreprises chinoises. Pour finir, l'affaire Dan Gertler, qui est un homme d'affaires juif qui est installé au Congo depuis 1997, principaux exportateurs de minerais, notamment de diamants, de cuivre et de cobalt. Kabila, justement, lui aurait laissé cette position dans un accord avec des contreparties financières et des livraisons d'armes à Israël. Donc depuis, il y a plusieurs ONG qui l'accusent justement du pillage de ressources, de corruption, de complicité dans les crimes commis justement par les présidents congolais lors des guerres civiles. Et il aurait donc en 2013 privé le Congo de 1,3 milliard de revenus de licences minières. On a également un certain nombre d'impacts environnementaux et sanitaires avec des problèmes de pollution, y compris radioactive. Les conséquences sanitaires sur la population sont très claires. Hein. On a des mines abandonnées, des sources de métaux toxiques, des terres rares qui impactent l'environnement. Et ça a impacté aussi les eaux de surface, mais aussi les eaux souterraines. Et on avait, ça impacte aussi la qualité de l'air. La pollution est principalement due au rejet d'effluents industriels. On a même détecté des traces de métaux dans les urines des personnes vivant dans les villes des mines. Et l'atmosphère est chargée en poussière et en particules. Donc des maladies dont souffre la population, ça peut être des troubles métaboliques, respiratoires, des sensations de brûlure et des tumeurs. Voilà pour cette présentation sur le Congo.